Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. Bonjour, bienvenue sur RCJ 94.8, c'est le Mac de Lopège en ce mois de décembre 2023. La chanson qui ouvre notre émission depuis maintenant 2 ans et demi dit que la vie est belle. Oui, elle est belle, il y a des moments où elle l'est moins. Et aujourd'hui, dans notre émission, nous avons voulu mettre l'accent sur, évidemment, les actualités du monde, celles d'Israël, et particulièrement comment en France a rejailli le drame, l'atrocité qui s'est produit pour nos frères et sœurs en Israël, et particulièrement comment Lopège a su se mobiliser avec les autres acteurs de la communauté juive, les autres acteurs sociaux et éducatifs, au moment où il fallait être à l'écoute des souffrances et des besoins des familles et des enfants. J'ai aujourd'hui la chance et l'honneur d'avoir le grand rabbin Olivier Kaufmann à nos côtés. Bonjour, monsieur le grand rabbin. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Très rapidement, vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs qui vous connaissent, parce qu'ils vous voient toutes les semaines. Mais c'est la première fois que vous venez dans le Mac de Lopège. Oui, c'est bien de me faire la pub pour l'émission que j'ai, Mais oui. Chavrutam, émission de pensée juive tous les vendredis matins à 11h et en podcast également sur RCJ. Me présenter, c'est un peu compliqué parce que dans le cadre de votre émission, là, on va aborder quand même un sujet assez grave. Non, juste dire que voilà, j'ai un parcours classique. J'ai fait des études de droit et après des études rabbiniques. J'ai le privilège d'être le rabbin d'une synagogue qui a été fondée par, pour moi, des héros et héroïnes de notre histoire, des rescapés de la Shoah. Mon prédécesseur, le rabbin Niché, paix à son âme, était lui-même rescapé d'Auschwitz. Il a fait la marche de la mort. Et j'ai eu donc cette chose incroyable d'être entouré par des hommes et des femmes qui sont extraordinaires, qui ont un parcours héroïque et qui m'ont vraiment donné la force, l'énergie. Je dis toujours, ce sont des rocs protecteurs pour moi, c'est mes anges gardiens. Et j'ai beaucoup appris auprès d'eux en termes d'humilité, de résilience, de courage, de détermination. Et vous voyez, je dis toujours aux enfants du Talmud Torah, la plupart d'entre eux étaient fâchés avec le bon Dieu. Et pour certains, ils étaient même très fâchés. Mais ils n'ont jamais eu la moindre velléité de ne pas construire cette petite synagogue de la place des Vosges, qui était pour eux un endroit mémorial et un refuge. Et vous voyez, je rappelle toujours, à chaque cérémonie, ces hommes et ces femmes, ils n'étaient pas accompagnés par des psychologues ou des assistantes sociales. Et comme Simone Veil nous le rappelait chaque fois qu'elle venait allumer des bougies pour commémorer l'ouverture des camps d'Auschwitz, elle disait, on ne voulait pas nous entendre. On ne voulait pas nous écouter, il fallait reconstruire la France. Il fallait surtout mettre de côté tout ce qui pouvait fâcher ou noircir l'histoire de France. Il fallait bâtir. Et ces hommes et femmes auraient pu avoir l'envie de tout casser, de brûler des voitures, de casser des vitrines, d'avoir un désir de vengeance à l'endroit d'un pays qui les avait trahis et livrés entre les mains des nazis. Non. Ils se sont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est cette image-là que je garde, avec toujours cette façon très bienveillante de m'avoir accompagné dans un travail qui n'était pas facile, parce que le rabbin Niché, mon prédécesseur, avait un charisme. J'étais un peu l'intrus, et puis face au parcours terrifiant de ces hommes et femmes, je me sentais vraiment tout petit. Et puis après, j'ai eu ce privilège d'être nommé à la direction du séminaire israélite de France. C'est pas une mince affaire d'accompagner la formation des élèves rabbins, mais en même temps, c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai pris cette fonction, puisque mon grand-père, le grand rabbin Shili, paix à son âme, qui était aussi rabbin des maisons d'enfants de Lozé, qui était également aumônier des camps d'internement. Je ne sais pas si vous imaginez, il avait succédé en plein milieu de la guerre au rabbin Hirschler et sa femme, qui ont été arrêtés, malgré leur laissez-passer, arrêtés et déportés, alors qu'ils rendaient visite dans les camps d'internement en France aux Juifs. Et mon grand-père a mis en sécurité ma mère, ses frères et sœurs, près d'Annecy, avec une dame qui s'appelait Madame Aron et qui est devenue Madame Caron, et qui a fabriqué les faux papiers, une juste parmi les nations, Jeannette Brousse, à qui je rends hommage, qui a eu la médaille des justes décernée par l'Institut Yad Vashem au nom de l'État d'Israël. Et donc en fait, voilà, ma mère a été cachée là-bas, mon père lui-même a été caché dans une ferme en Dordogne, et nous devons la vie à Dieu et à ces hommes et femmes qui sont des anonymes parmi celles et ceux qui ont eu la médaille des justes. Et donc mon grand-père, lui, a continué à exercer son sacerdoce. Et puis, chose incroyable, en 1942, il organise un camp scout
Il rassemble tous les enfants. Et là, il était à Montpellier, tous les enfants de la région. Il y a une place Henri Chili maintenant qui existe à Montpellier. Et donc, j'ai toujours été baigné par les histoires racontées par ma grand-mère. J'ai mis du temps à décider d'être rabbin, mais j'avais toujours ça au coin de mon esprit, de mon cœur. Et donc, en devenant directeur de l'école rabbinique, voilà, en regardant sa photo qui est sur la cheminée dans le bureau, c'est vrai que je me sens toujours poussé par cet homme que j'ai peu connu puisqu'il est décédé quand j'étais petit, mais qui a nourri, je dirais, l'histoire familiale et qui a également sûrement nourri mon imagination pour aller au fond du désert, comme dit la Bible à propos de Moïse, aller chercher les âmes esseulées, aller au plus loin de l'obscurité pour chercher la lumière. C'est une belle transition en ce moment même où nous allumons tous les soirs depuis une petite semaine bientôt les bougies de Hanouka, et vous nous raconterez aussi dans vos riches expériences, votre voyage en Israël récemment, où je sais que vous avez été évidemment sidéré et de nous raconter un petit peu quelque chose de là-bas, au-delà de ce que l'on voit ou de ce que l'on lit dans les médias. Mais là, il y a une expérience aussi à partager parce qu'on a besoin de comprendre ce qui se passe et que dans ce devoir de mémoire, dont vous le racontez si bien à travers vos vies, l'Opège est attentive à cette question-là aussi. L'œuvre de protection des enfants juifs, née de la Shoah, née d'un mouvement de résistance pour sauver des enfants. Et on sait ô combien, vous et nous, à l'Opège, on traverse et on travaille sur cette question de l'éducation des enfants et de bien grandir malgré des histoires qui sont souvent chaotiques. J'ai d'autres invités à mes côtés, des professionnels avec qui j'ai la chance de pouvoir aussi souvent converser, essayer de comprendre et réfléchir comment on peut mieux accompagner et écouter. Alors là, en l'occurrence, ce sont des psychologues, peut-être qu'il n'y en avait pas à l'époque pour accompagner ces générations d'enfants post-Shoah, mais il y a aujourd'hui avec nous Sarah Bitbol. Bonjour Sarah. Bonjour. Et David Cross à nos côtés. Bonjour. Pour qui Sarah, c'est la première émission de radio, donc c'est un grand plaisir de te faire vivre cette première expérience avec nous. En quelques mots, vous pouvez vous présenter, Sarah? Et alors, je suis psychologue clinicienne, psychanalyste franco-israélienne. Donc, je suis arrivée en France il y a à peu près un peu plus de 20 ans. Et dès le début, en fait, j'ai travaillé à l'Opège comme psychologue dans plusieurs services. Voilà. Merci Sarah. David? Et moi, je m'appelle David Krauss, je suis psychologue clinicien également. Je travaille à l'Opège depuis un peu plus de 3 ans. Principalement dans les écoles juives, certaines écoles juives de la région parisienne, à travers une convention où je fais des permanences de psychologues cliniciens dans ces écoles pour accueillir la souffrance des enfants qui éventuellement veulent s'adresser à un professionnel pour partager des choses au cas par cas qui leur sont propres. Merci David, on va faire un tout petit focus là-dessus. C'est important de le dire ici parce qu'on est chez RCJ, le média du Fonds social juif unifié, qui est l'instigateur, c'est lui qui porte ce projet de permanence des psychologues dans les écoles juives depuis près de, je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins 20 ans que le département social se mobilise auprès des écoles juives. On sait que les écoles juives, il y a près de 40 ans, se sont progressivement créées, développées, déployées. Je lisais il n'y a pas très longtemps dans France Info qu'il y aurait près d'un tiers des enfants juifs en école privée juive en France, et le chiffre ne fait malheureusement qu'augmenter, sûrement par des volontés aussi de se rapprocher de sa communauté, mais pas seulement. On sait que malheureusement l'antisémitisme est un vecteur fort de raisons qui inscrivent ces enfants dans les écoles juives. Et David, tu nous as rejoint il y a 3 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ce dispositif? Parce que c'est souvent alors soit une mauvaise représentation, j'ai envie de le dire comme ça, hein. C'est quoi être psychologue? Est-ce qu'on y va parce qu'on n'est pas bien, ou est-ce qu'on peut y aller même si on est bien? Et comment les enfants arrivent dans ton cabinet, dans ton bureau plutôt, ou dans ce lieu où tu accueilles et où tu accompagnes les enfants dans les différentes écoles juives qui sont donc, je le dis ici, conventionnées avec le Fonds social juif unifié et avec l'Opège autour du projet Samer. Donc c'est des conventions qui permettent aux écoles d'installer des psychologues d'une autre institution. C'est extrêmement important, je pense aussi, de décaler la fonction psy. Mais ça, je veux bien avoir aussi ton regard, Sarah, là-dessus. Que ce soit quelqu'un de l'extérieur qui vienne à l'intérieur pour accompagner les moments de difficulté autour, peut-être, j'imagine, de l'apprentissage, du harcèlement, enfin tout ce qui peut arriver malheureusement dans le parcours de cet enfant, de cet élève. Mais surtout de cet enfant, je pense que c'est très différent de dire la différence entre l'enfant et l'élève. En tout cas, quand il y a un besoin d'accompagner, d'écouter, voilà, en quoi consiste un petit peu ton intervention dans ces écoles, et puis qu'est-ce que tu peux nous en dire? On y viendra après, depuis 1 mois et demi, depuis le 7 octobre particulièrement, mais de manière générale, tu peux nous dire un peu ce que tu fais? Déjà, je pense que c'est très juste de poser la question comme une question de décalage. Déjà, de par mon rôle comme psychologue, et aussi du fait d'être employé par l'Opège, une institution donc extérieure à l'école, mais aussi parce que très souvent,
mon rôle dans l'école, qui est un lieu qui se pense toujours au collectif, est de décaler l'instant d'un moment vers la dimension du singulier, du cas par cas. Chaque enfant qui arrive, il arrive pour des raisons qui lui sont propres. Parfois de sa propre initiative, parfois l'initiative des parents, parfois l'initiative de l'école, parfois un peu de trois. Et il n'y a pas un cas qui ressemble à un autre. Les enfants y viennent parce qu'ils retrouvent des difficultés au niveau de l'école parfois, mais ça peut être des difficultés pédagogiques, mais aussi des difficultés sociales, des difficultés pour s'intégrer, les difficultés pour se faire des amis, mais aussi des choses qui peuvent se passer à l'extérieur de l'école, des situations familiales délicates, des conflits, des situations de maladie. Et bien évidemment, là récemment, nous sentons dans toutes ces demandes nouvelles, comme dans les demandes qui sont à chaque semaine renouvelées par les enfants qui reviennent, les échos des événements actuels, plus ou moins directement, qui ont des impacts sur la vie de chacun de ces enfants d'une façon qui lui est propre. Parfois, ça peut passer inaperçu, presque. Parfois, ça devient un sujet majeur. Parfois, ça prend la place de tout ce qui se disait avant. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui dépend. Dépend, et mon rôle, je le comprends comme étant justement de mettre le doigt, de prendre le temps, de prendre au sérieux ce qui, chez chacun, est important, est en ce moment important. Et ceci malgré le flux qui est celui qui est propre de l'institution scolaire, qui c'est de penser tout au collectif. Un enfant comme un élève, et non pas un enfant comme un enfant qui a une vie et qui a des choses qui l'impactent et dont il veut parler, parfois en toute discrétion. Est-ce que ça fonctionne ? Après, je te laisserai la parole. Est-ce que ça fonctionne, cette totale liberté, c'est-à-dire le choix du sujet de préoccupation de l'enfant ? Est-ce que tu peux nous dire que c'est vraiment quelque chose qui lui permet de venir déposer ce qu'il a envie, qu'il n'y a pas de tabou et qu'il n'y a pas de conditions, hein. On peut même parler d'accueil inconditionnel. Est-ce que c'est vraiment cette écoute-là que tu proposes ? Je pense que c'est quelque chose qui est loin d'être évident, notamment lorsqu'on est inscrit au sein d'une institution par rapport à laquelle un enfant et même les parents peuvent être méfiants à certains égards, parce que c'est une institution qui contrôle, qui éduque, qui a un projet, et c'est une chose à déconstruire justement, et je pense que les écoles font cet effort en employant des psychologues, d'avoir un espace qui est un peu décalé. Même si c'est à l'intérieur de l'école, c'est comme si c'était à l'extérieur. Même si c'est indirectement payé en partie par l'école, c'est un salarié d'une institution qui vient du dehors. Ouais. C'est quelqu'un qui a un lien avec l'équipe de l'école, mais pour autant qui ne veut pas tout dire. Donc tout l'effort, c'est de construire, de mettre en place cet espace différent. Parfois, ça a plus de succès, parfois, ça a moins de succès, mais... Mais ça a sa vertu et ça a son intérêt. Oui. Tu as l'air convaincu. Sarah, je te voyais réagir. Oui, parce que je voulais souligner ce que David a dit et le reprendre. Il me semble que le mot clé, c'est le décalage. Et on le verra même par rapport à l'actualité. C'est-à-dire, David doit se décaler aussi en tant que psy. De toute façon, un psy est toujours décalé et se décale toujours de ce que le patient lui dit ou l'autre lui dit, justement, pour pouvoir entendre ce qu'il y a derrière. Et David, à l'école, encore plus, il doit se décaler des profs, des exigences, parce que les profs sollicitent le psychologue. Il faut s'occuper de cet enfant, il va mal, et si, etc., etc. Donc, il y a tout un art de se décaler en tant que psy. Voilà. Ok. Quand on a eu, il y a 1 mois et demi, le 7 octobre, tu l'as dit dans ta présentation, il y a un impact fort dans les établissements où tu interviens. Et Sarah, je sais aussi que tu as été immédiatement mobilisée. Donc on le rappelle ici, très rapidement, au lendemain du pogrom du 7 octobre, la communauté juive, en tout cas la cellule de crise de la communauté juive, les partenaires sont nombreux, le consistoire, le CRIF, le FSJU, les grandes institutions comme le CASIP, l'OSE, l'OPEJ, se sont organisés, comme à chaque fois que malheureusement qu'il y a eu des crises. La dernière a été évidemment celle du Covid, et bien avant, ça a été les attentats de 2015. Bon, la liste est longue, mais en tout cas, cette énergie collectivement rassemblée a permis de mettre en synergie
élargit les ressources, les personnes compétentes autour d'une cellule de crise. Je vais rappeler le numéro ici, le 01 86 96 20 00. Je crois qu'il y a une montée en puissance des appels téléphoniques à ce moment-là, et vous allez un peu en parler. Elle s'est calmée depuis, mais pour autant, il faut rester en veille. Donc cette ligne d'écoute et de soutien psychologique répond à ce moment-là à un besoin sûrement urgent de personnes à domicile ou dans les écoles, de venir un peu épuré, un petit peu comme ça, résorber sûrement de la peur, de la souffrance, ou voir autre chose qui les a traversés. Comment ça s'est passé pour chacun de vous deux ? Alors, cette cellule de crise, comme tu dis, elle a existé pendant le Covid. Donc, il y avait déjà une habitude, la majorité des psys qui sont dans cette cellule, de répondre au téléphone en temps de crise. Personnellement, j'étais moins actif puisque je me suis occupée d'autres choses. Donc David pourra en dire, mais de ce que je vois des collègues, puisqu'on a un groupe WhatsApp, il y a eu en effet énormément d'appels où les psychologues rappelaient les personnes qui laissent un message. C'est souvent beaucoup d'angoisse liée à la situation, mais souvent c'est des angoisses qui se réactualisent, c'est-à-dire c'est des sujets qui souffrent de certaines choses et que quand arrive un événement traumatique, ça se réactualise, ça s'accentue, ça s'exprime, etc. Donc ça consistait à écouter, premièrement, sans répondre, mais écouter. Ça a une grande vertu d'écouter sans tout de suite vouloir donner des conseils ou rassurer, mais prendre le temps et de laisser à la personne le temps de déplier ce qui la fait souffrir, ce qui lui fait peur, ce qui l'angoisse, là où elle en est. Et ensuite, il y avait des orientations, soit orientées vers des psychiatres quand c'était nécessaire, soit orientées vers assistante sociale. Donc il y a eu aussi un grand travail d'orientation dans cette cellule. Une écoute pour pouvoir évaluer ce dont la personne a besoin, si c'est juste être rassuré 1 ou 2 appels, si c'est un suivi régulier en présence, voilà. Mais sinon, David pourra donner son... Je pense que Sarah a dit l'essentiel. C'est une cellule, en effet, qui a été créée pour accueillir le tout venant. Et le tout venant, ça signifie aussi, comme Sarah a bien souligné, ce qui vient impacter chacun là où il en est déjà. Donc beaucoup d'appels où il y a des vieilles angoisses qui reviennent, qui se réactualisent, comme a dit Sarah, par la rencontre de ces événements directs ou indirects qui est traumatique et qui fait effraction. Et après, en effet, le travail, c'est un travail d'écoute, un travail d'orientation, parfois des professionnels dans le public ou en libéral, psychiatres, psychologues. Parfois, c'est juste pour rassurer ou pour donner un conseil ponctuel. Mais en effet, les demandes, elles étaient aussi nombreuses que variées. Mais le trait commun, c'est vraiment ça. C'est vraiment ce qu'on appelle la mauvaise rencontre qui a lieu avec tous ces événements et qui vient réactiver plein de choses que chacun, là où il en est dans la vie, porte en soi. Si vous voulez, il y a une différence entre l'événement traumatique qui a lieu, un attentat, un accident, une guerre, et le traumatisme singulier. C'est la différence qu'en psychanalyse, on essaye de faire, parce que plusieurs personnes participent du même événement traumatique, mais ne réagissent pas de la même manière. Donc chacun est touché dans sa structure psychique et là où ça le rencontre, en fait. Là, encore une fois, je pense que la finesse qui est nécessaire dans ce travail a aussi trait à ce qu'on appelait tout à l'heure le décalage. Oui, parce que si d'une part, la personne qui appelle elle-même et aussi la mouvance générale qui met en place une cellule comme ça peuvent penser que la question c'est de faire parler du trauma actuel et présent, il est plutôt question très souvent de savoir décaler, c'est-à-dire de savoir écouter, mais de savoir écouter aussi au-delà. Vous parlez de quelque chose qui vous a marqué, qui vous a traumatisé dans ces événements-là, mais bon, comment est-ce que ça allait l'avant ? Comment est-ce que ça allait avant ça ? À quoi ça vous mène ?
où vous en étiez avant. Par exemple, je raconte une anecdote sans beaucoup de détails pour maintenir l'anonymat, mais d'une petite fille dont la mère nous a appelés à la cellule de crise et qui allait mal depuis longtemps, à l'école, avec sa petite vie sociale aussi, et que c'est au moment de ces événements qui ne l'ont pas d'ailleurs touchée directement, mais dont elle a eu écho et qui l'ont déstabilisée, que ça a été possible pour cette mère de se rendre compte il y a peut-être quelque chose qui ne va pas avec ma fille. Dans un premier moment, elle est traumatisée par les news. Dans un second temps, peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être ça serait bien, tout court, pour elle, de consulter quelqu'un. Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas évidemment tous les mêmes face à la même épreuve, ce que disait Sarah, et qu'il faut considérer que chacun a sa propre réaction, sa propre subjectivité face à un événement traumatique. Tout à fait. Je sais que tu dois aller, David, à notre rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été là. On fait une toute petite pause musicale, on se décale un instant et on revient avec Sarah Abitbol, psychologue clinicienne, psychanalyste de la Fondation Opège, et le grand rabbin Olivier Kaufmann. Merci beaucoup, David. Si j'avais une femme, elle serait grande et belle, mignonne et jolie. Je serais fou d'elle, blonde, les yeux bleus, en robe rose à fleurs, on serait heureux. On s'enverrait des cœurs, on se marierait au bord de la Seine, dans un grand château. Je crierais je t'aime devant la famille, les cousins, les amis, on se dirait oui. Au milieu de Paris, comme il faut être patient. Quand on a seulement 11 ans, comme il faut être patient. Quand on n'est qu'un enfant. Je serais le chef d'une banque internationale. Elle travaillerait à Disney dans un monde idéal. Elle allumerait des manèges qui ne feraient même pas peur. Elle allumerait des manèges dans mon cœur. On louerait une grande maison à Saint-Denis, à côté du stade de France. Si elle en a envie, avec un terrain de foot, une piscine et puis aussi des lits pour les petits. Comme il faut être patient. Quand on a seulement 11 ans, comme il faut être patient. Quand on n'est qu'un enfant. Si elle partait, je pleurerais. Si elle s'en allait, je la supplierais de revenir, de ne plus jamais partir sans moi. Comme ça, je ferai tout pour la retrouver. Je ferai tout pour la récupérer, car je suis l'homme de ta vie. Sans toi, je suis malheureux, car je suis l'homme. De retour sur RCJ 94.8, le média du FSJU, le MAC de l'Opège. On est en deuxième partie d'émission où on évoque bien évidemment l'actualité dans le monde, celle en Israël et la manière dont en France les institutions sociales juives, dont la Fondation Opège fait partie, organisent les permanences psychologiques dans les écoles juives. On a eu tout à l'heure la chance d'avoir David Cross avec nous qui a dû partir. Sarah Abitbol, psychologue à la Fondation depuis pas mal d'années maintenant, tu as dit 20 ans je crois. Et le grand rabbin Olivier Kaufmann à mes côtés.
qui nous accompagne à réfléchir et à penser. Et justement, je voulais avoir votre regard et votre point de vue de ce qu'on a entendu tout à l'heure des deux psychologues, la question de la parole, la question des enfants. Qu'est-ce que vous portez comme regard, j'ai envie de dire juif, de rabbin, sur cette question de l'accompagnement à la souffrance et à la parole pour aider d'une manière effectivement décalée. Ce mot-là est revenu plusieurs fois dans les propos de Sarah et de David. Est-ce qu'un rabbin est décalé lui aussi par moment? Parce qu'on sait souvent que dans les communautés, on vient tout vous dire, monsieur le grand rabbin, ça va pas, et c'est pas uniquement le docteur de la loi, c'est aussi peut-être quelqu'un qui vient écouter, qui vient rassurer, qui vient réconforter les cœurs et les chagrins. Je me permets de le dire là, vous venez tout à l'heure du cimetière, voilà, c'est des moments où la vie, vous m'avez dit ce matin, je dois aller au cimetière pour un enterrement, c'était pas prévu, je vais vous répondre, mais bien évidemment que c'est pas prévu, mais en même temps vous avez pu venir avec nous à l'émission, voilà, comment vous voyez ça un peu aujourd'hui, vous? Alors attendez, parce que là vous m'avez envoyé plusieurs... Parce que je sais qu'en tant que grand rabbin, vous avez la possibilité d'avoir plein de questions en même temps. Donc votre regard déjà sur l'actualité m'intéresse. Alors attendez, juste pour rebondir, parce que c'est vrai qu'il y avait des éléments de langage qui m'ont interpellé. Déjà l'idée d'être décalé. Alors c'est vrai, c'est un paradoxe dans lequel on se retrouve. Alors je ne sais pas si c'est juste le paradoxe du rabbin ou le paradoxe de tout juif, c'est qu'on est à la fois obsédé par le respect de la loi. Ça peut parfois même, je ne sais pas ce qu'on dirait à la psy, mais ça peut devenir obsessionnel. La loi sécurise, le rituel installe une forme de cadre. Mais étonnamment, c'est vrai que parfois, on est quand même décalé, tout en restant dans ce qu'on appelle les 4 amotes, les 4 coudées de la loi, parce que ce décalage nous permet aussi d'avoir aussi le sens de l'autodérision. Avoir un regard qui prend du recul. Vous voyez, par exemple, là, tout à l'heure, quand M. Krause disait et exprimait la vraie question de... Alors, je ne sais pas si c'était vous ou M. Krause, c'est la question de savoir, mais est-ce qu'il faut nécessairement être en déséquilibre pour aller consulter un psy? Et c'est le vrai problème qu'on a dans la communauté juive. Je le vois même autour de moi. C'est-à-dire qu'on préfère plutôt aller voir un rabbin qui n'est pas formé pour être psychologue, et qui devient, je dirais, le récipiendaire, voire le réceptacle d'une parole qui va dans tous les sens, et qui, à un moment donné, doit pouvoir faire passer le relais à un professionnel. Et je dis toujours aux fidèles de la communauté, et j'en parle même aux élèves rabbins, parce qu'il a fallu du temps pour que j'installe un cours de psychologie. C'était pas au programme de l'école rabbinique. C'est-à-dire les rabbins que vous formez dans le cadre du séminaire reçoivent... Alors, depuis un certain temps, alors tout a été fait un peu de manière, je dirais, on va dire, expérimentale et artisanale, parce que faire entrer un psychologue déjà dans une école rabbinique, la première réaction c'est « mais nous on n'a pas de problème, on n'est pas fous, on n'est pas malade ». Je dis « mais attendez, mais qui a dit qu'il fallait nécessairement être déséquilibré pour aller consulter ?» Le principe d'un psychologue, déjà, c'est pas juste de savoir écouter et pas nécessairement répondre, comme l'a dit Sarah Abitbol, c'est déjà savoir écouter. Et souvent, nous, les rabbins, on aime bien parler et monopoliser la parole. Et donc, c'est la difficulté, c'est de savoir tendre l'oreille. Et pas nécessairement apporter une réponse à tous les mots, en tout cas pas de manière immédiate. Moi, je dis toujours aussi aux professeurs du Talmud Torah, quand un enfant vous provoque, ne répondez pas tout de suite comme des docteurs de la loi. Dites, on va réfléchir et on amènera la réponse un peu plus tard. C'est toujours ce temps qu'il nous faut. Moi, je suis très partisan de l'éloge de la lenteur. Vous voyez, parce que on est dans l'instantanéité. Il faut tout. On est devenu des prestataires. Il faut tout. Alors en plus avec les emails, c'est-à-dire qu'au moins avec une lettre, on pouvait garder la lettre et la mettre dans le tiroir. Et puis peut-être la colère rentrer, relire la lettre et voir qu'elle est décalée par rapport à l'instant que nous vivons. Là, si on répond pas tout de suite, c'est mal élevé. Et si on répond trop vite, on peut passer à côté d'un enjeu qui nous échappe. Donc c'est très difficile. Et c'est vrai que les élèves rabbins, alors il faut leur apprendre à cultiver aussi ce temps comme paramètre fondateur de la relation qui s'installe entre nous et les uns et les autres. Vous savez, Zman, en hébreu, les rabbins, ils adorent jouer avec les consonnes qu'on permute. Ça donne aussi les consonnes qui forment le mot mazon. Vous voyez, donc le temps nourrit, mais si on ne laisse pas de temps aux uns et aux autres, d'abord ça devient épuisant et puis on se dessèche de l'intérieur. Et donc toute l'idée, alors il se trouve que voilà, j'avais tissé des liens d'amitié avec le docteur Bantman, qui est psychiatre, qui avait une consultation à Lausanne, mais qui est également à Sainte-Anne, mais qui avait, grâce à la retraite, un peu plus de temps à nous réserver. Et chaque mois, on décide ensemble du thématique. Vous voyez, on a travaillé la question de l'emprise mentale,
avec toutes les questions qui ont nourri l'actualité récente sur à la fois les rabbins et les éducateurs dans l'enseignement juif. Donc toutes ces questions sont abordées, et puis de manière indirecte, sans fâcher les uns les autres ou braquer, il y a aussi un groupe de parole qui s'est constitué, puisqu'en fin de compte, parmi les élèves rabbins en deuxième cycle, certains sont déjà sur le terrain communautaire, et donc ça leur permettait de confronter leurs expériences, un retour d'expérience. Avec moi et les rabbins et les enseignants, parfois on est trop dedans pour pouvoir avoir le recul nécessaire et leur apporter parfois un regard de l'extérieur, comme vous l'avez si bien dit. Et je trouve que c'est bien ce regard d'extérieur. On devrait multiplier ce genre d'expérience, de mélanger les univers. Voilà. Et moi, je trouvais excitant l'idée qu'un homme comme Dr. Brandtman, qui n'est pas foncièrement religieux, observant, et qui venait avec son regard extérieur, ça pouvait aussi permettre un échange. Mais dans le même ordre d'idée, là aussi, amener quelqu'un qui est devenu maintenant mon ami, le frère Louis-Marie Coudray. Alors là, vous vous rendez compte, faire entrer un moine bénédictin pour parler du dialogue interreligieux. Mais là encore, c'était important d'être confronté à la différence, de ne pas avoir peur d'être confronté à la différence. Quand on est rabbin, il faut pouvoir discuter avec tous les milieux. Vous voyez, et c'est pour cela que je trouvais que cette histoire de décalage et puis de confrontation de mondes différents, c'est en fait toute l'histoire du peuple juif. Le peuple juif est à la fois dans son particularisme, donc il doit travailler, je dirais, son identité propre, sans pour autant renoncer à être un phare pour l'humanité et malgré la laideur du monde, se retrouver confronté à ce monde. Et le problème du rabbin, c'est que s'il est enfermé dans sa tour d'ivoire avec son étude personnelle, il risque de passer à côté des événements de la vie. Alors bon, nous, comme vous l'avez rappelé, on est touchés par la vie, par la mort, et c'est vrai que souvent, on pourrait vouloir étudier plus et se ressourcer et se retrouver avec soi-même. C'est la difficulté de la fonction rabbinique, c'est de pouvoir faire des va-et-vient entre le monde d'extérieur, j'allais dire le monde d'ailleurs, et puis se retrouver avec son propre monde sécurisé, avec sa loi, ses habitudes, ses coutumes, mais ne pas avoir peur d'être confronté aux autres. Et moi, je dirais qu'à la place des Vosges, ça a été une expérience enrichissante, parce que là, pour le coup, j'avais des gens très différents. La communauté est hétéroclite, ça en fait sa richesse, mais sa fragilité, puisque du coup, pour rassembler des gens très différents, c'est compliqué. Mais je dis toujours qu'avec eux et avec elles, j'ai appris des leçons de vie que je n'ai pas toujours retrouvées dans les milieux les plus, je dirais, conventionnels dans lesquels j'ai évolué. Sarah, autour de cette question du décalage, tu voulais peut-être réagir ? Non, je vais reprendre ce que le grand rabbin vient de dire par rapport au temps et à l'écoute. Alors, c'est-à-dire que si on répond, par exemple, si je prends que ce point-là, si quelqu'un vient nous dire quelque chose et on répond tout de suite, c'est-à-dire qu'on ne lui laisse même pas le temps à lui d'entendre ce qu'il vient de dire. Et ça aussi, c'est important. Donc, de ne pas répondre. Je dirais que aller voir un rabbin et aller voir un psy, il y a quand même une différence. Je ne sais pas ce qu'un rabbin... Non, mais c'est marrant parce que j'ai un patient qui est catholique qui m'a confessé à la dernière séance qu'il avait l'impression qu'il venait se confesser chez moi. Et que quand il était jeune, il allait se confesser. Sauf que la différence, c'est quand on vient voir un analyste, on n'est pas pardonné de ce qu'on a fait, on n'est pas rassuré, on n'est pas en train de consoler la personne. La personne, elle est en train d'entendre quelle est la responsabilité, sa part de responsabilité dans ce dont elle se plaint. Parce que les gens se plaignent. Mais tout le travail analytique, c'est d'entendre où est sa part là-dedans. C'est ça un peu la différence. Alors, c'est pas que je pense que le rabbin n'a pas cette finesse, mais en tout cas, c'est ce qu'on fait en analyse. Et quand il y a ce type de situation, est-ce que laisser le patient avec ses propres interrogations, c'est aussi une manière de le soigner ? Est-ce que cette écoute, elle a déjà une fonction thérapeutique et de quelle manière ? Parce qu'il a besoin d'être rassuré. Là, si on reprend le contexte actuel où toi et David, vous évoquiez ces urgences, parce qu'il y avait des urgences ces derniers temps. Hein. Tu disais les familles appellent, laissaient un message. Il fallait rappeler des familles qui allaient mal, des mamans très angoissées par ailleurs, mais qui, dans le contexte actuel, la montée de l'antisémitisme, tout malheureusement ces fléaux qui réagitent des vieilles angoisses.
il faut quand même y répondre à ça. Oui, alors... alors... Pas faire comme s'il n'y avait pas d'incendie dans le cœur ou dans l'esprit de certaines personnes. Non, mais quand on écoute, on n'est pas muet. On peut pointer des choses, on peut poser une question, mais on prend le temps. On prend le temps d'entendre pour entendre ce qu'il y a derrière ce que la personne dit. Il y a toujours quelque chose derrière ce que j'énonce, en fait. Alors, pour revenir, bien sûr, ces personnes... tu veux qu'on revienne sur la création... De la cellule ? Non, l'accueil des familles ou... Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse entendre à la radio pour nos auditeurs en quoi une fonction psy, et c'est intéressant de dire heureusement qu'un psy, c'est pas un rabbin et inversement, mais en quoi aujourd'hui elle concourt à un mieux-être. Parce que je crois qu'on est dans une société où tout va très vite, tout est dans l'immédiateté, je vais pas bien, il faut que j'aille bien, j'ai un mail, je veux la réponse dans l'heure, sinon je m'angoisse et sinon j'exige. Donc effectivement, j'ai bien aimé aussi l'image, tu vois, tout à l'heure que vous disiez à l'école, dans un cadre très parfois qui contrôle. On oublie que dans celui-là, on contrôle, on exige, on n'est plus vraiment un enfant, on est un élève, on n'est plus vraiment un adulte, on est un parent, donc on est dans des statuts qui peut-être nous empêchent un petit peu d'être ce que l'on est de manière très singulière. Donc ce qui m'intéresse, c'est voilà, en quoi un psy aide aussi, alors à la fois à re-responsabiliser ce que nous sommes, mais aussi à redonner un peu aussi d'amplitude. Et vous dites tous les deux, prendre le temps d'écouter et d'entendre, ça me paraît essentiel parce que le grand rabbin l'a dit, on croit souvent que les psys, on va les voir parce qu'on est fou, parce qu'on est malade. Mais je suis pas convaincu de ça, mais c'est bien de le redire peut-être. On va voir un psy parce qu'on souffre en général. C'est pas un exercice intellectuel d'aller voir un analyste. C'est parce que quelque chose nous encombre, pardonnez-moi, j'ai l'impression quand même que le psy, il va aider à mettre des mots justes, parce que parfois on n'a pas les mots pour le dire, et que en allant voir le psy, on a parfois un éclairage et les mots justes qu'on n'arrive pas à exprimer. Parfois, il y a une telle souffrance que les mots ne sortent pas. Et j'ai l'impression, vous parliez du voyage. C'est vrai, nous, qu'est-ce qu'on allait faire en Israël ? Moi, j'étais un peu gêné parce que on est limite dans le voyeurisme. Bon. Vous êtes parti en Israël dans un Je suis parti en Israël avec le KKL dans le sud et avec des journalistes. En fait, chaque année, on fait ce voyage. Sauf que ce voyage a été retoqué. Du coup, on était beaucoup moins nombreux. Et le KKL m'a quand même demandé de venir pour accompagner ce groupe et aussi se recueillir dans les endroits où l'innommable avait été réalisé. Mais c'est vrai que c'était très délicat parce que on allait dans des endroits où rien n'avait bougé. C'est-à-dire qu'il y avait des traces de sang. C'était pire qu'un carnage. C'était la désolation. Voyez, et quand le rabbin de Zaka nous a accompagnés en nous disant, mais voyez, regardez, c'est pire qu'un pogrom, c'était une chasse à l'homme parce qu'ils ont poursuivi. Donc il nous a montré dans la broussaille où eux essayaient de récupérer les restes humains. C'est bon. Et quand on est rentré dans ces rues, surtout à Sderot, moi je m'étais pas rendu compte. Il y avait beaucoup de personnes âgées qui n'ont pas quitté les lieux. Alors étonnamment, quand on est allé voir les familles déplacées, beaucoup de femmes avec des enfants dans d'autres kibbutzim ou dans des hôtels à Tel Aviv, mais les personnes âgées à Sderot, on a l'impression d'être dans une ville fantôme. Et là, parce qu'on a pris le temps, en fait, en traînant avant de rejoindre le bus, et pas juste en regardant les lieux, il y avait des gens, il y avait des habitants qui étaient là, sur le bord du trottoir. Et c'est vrai qu'en fait, ils parlaient dans un propos d'une fluidité incroyable, et ils ne cherchaient pas nécessairement à avoir une réponse, ils voulaient qu'on entende tous les mots que peut-être nous, on n'avait pas entendus de leur part. Alors, je ne sais pas dans quel format ils ont pu s'exprimer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les mots justes, parfois, on ne les a pas. Et peut-être qu'il y a des mots dont on est maintenant porteur, qu'on a entendu et qu'on peut retranscrire. Donc c'est pour ça que je me permettais d'intervenir. Alors, le psy, il nomme peut-être ce que le patient est en train de dire et d'écrire. Oui, c'est vrai que parfois, il explique, il dit « Non, mais c'est pas ça, mais j'arrive pas à vous dire. » Mais il n'arrive pas à nommer l'horreur qu'il a vécue, etc. Et le psy peut être amené à le nommer. Mais là encore, il va le nommer à partir du récit du patient, à partir de son histoire, à partir de ce qu'il est, il va attraper le mot juste, alors, comme vous dites. Alors justement, je vais faire le patient, parce que vous êtes la psy. Alors, je vais dire, regardez, un mot tout bête, matseva. Moi, depuis tout petit, matseva, alors c'est peut-être chez les Ashkénazes, je pensais que c'était la stèle funéraire. Et puis, quand j'ai découvert la première occurrence biblique du mot matseva, c'est avec Yaakov, ça n'a rien à voir avec le cimetière. C'est un monument mémoriel, vous voyez, juste en se réveillant de ce fameux rêve où il dit « J'ai transcendé mes angoisses, je vais laisser une trace
trace de mon passage, la victoire sur le temps et l'adversité, et je vais faire Matseva, et puis il va faire ce geste salvateur, il va faire une onction en déversant de l'huile d'olive au sommet de la Metseva. Donc rien à voir avec ce que j'avais pu entendre toute mon enfance et mon adolescence. Vous voyez, donc des mots comme ça qui tout d'un coup s'ouvrent, et tous les champs du possible s'ouvrent. Je suis dans la vie et pas dans la mort. Vous voyez, et tous ces mots comme ça qui parfois ont été galvaudés dans les familles, parce qu'il y a une culture familiale. Voilà, la Metseva, c'est le cimetière. Ben non, la Metseva, c'est pas le cimetière. Et quand on met des petites pierres sur la sépulture, c'est plus des actes de vie que des actes je dirais, funéraires. Vous voyez, donc c'est tous ces petits gestes qui parfois, on nous a expliqué, non pas de manière erronée, mais de manière quelque peu compartimentée. Et donc, il suffit que je tombe sur la première occurrence biblique pour comprendre que ce mot, il résonne différemment. Et c'est donc les mots qui résonnent différemment. Et dans la bouche de quelqu'un d'autre, l'autre n'étant pas celui ou celle avec qui je partage ma vie, du coup, le mot, il résonne différemment. Et c'est ce que j'explique aux élèves rabbins. En accueillant des gens de l'extérieur, de la société civile, peu importe, religieux, pas religieux, peu importe la même religion, il y a une ouverture. Alors, c'est vrai que ce mot est là aussi, il est un peu galvaudé aussi, mais il y a une ouverture qui nous permet d'écouter différemment. Et c'est vrai que là, en voyant ces personnes âgées qui, elles, ne voulaient pas quitter les lieux, alors que c'est un lieu où les magasins étaient fermés, c'était des rues fantômes. Et c'était assez étonnant de voir ces gens, je ne sais pas, mi-sidérés ou mi-anesthésiés, mais qui racontaient et qui répétaient, en fait. Il y avait une forme de répétition. Ils répétaient la même chose sur ce qu'ils avaient vu dans leur lieu d'habitation. Alors là-dessus, je peux dire quelque chose. Alors, soit ils peuvent rien dire, soit ils répètent sans cesse le même scénario. Et ça, c'est vraiment quelque chose... c'est l'essence du traumatisme. Le traumatisme, il a deux effets. Un qu'on nomme positif, l'autre qu'on nomme négatif. En général, il y a les deux effets, mais l'effet négatif du traumatisme, c'est qu'on ne peut rien en dire. On fait tout pour le mettre de côté, pour éviter... Donc c'est l'évitement. C'est l'évitement. Ça, c'est l'effet négatif du traumatisme. L'évitement, en général, dans un premier temps, il y a l'évitement. Quand on vit un traumatisme, au départ, on ne peut pas parler, même s'il y a une tendance dans la société à dire « il faut qu'il parle, il faut qu'il raconte ». Non, parfois, c'est un premier temps où on ne peut rien dire. Le silence. Donc, il y a l'effet négatif du traumatisme qui est l'évitement, surtout ne rien remémorer. Et il y a l'effet positif du traumatisme qui est sans cesse répéter la chose, sans cesse se remémorer la chose, comme pour essayer de maîtriser ce qui est non maîtrisable. Et c'est pour ça qu'il répète en boucle le scénario. Et c'est pour ça que Freud, il avait attrapé cette chose après la Première Guerre mondiale. Il avait constaté que les patients répétaient dans leurs rêves, dans leurs cauchemars, des traumatismes de guerre qu'ils avaient vécus qui n'étaient pas source de plaisir. Et ils ne comprenaient pas pourquoi ils répétaient quelque chose qui les fait souffrir. Et c'est là qu'il a écrit son fameux texte « Au-delà du principe de plaisir ». Et c'est quelque chose, il explique, c'est quelque chose pour maîtriser, une tentative de maîtriser ce qui n'est pas nommable. Ces peurs, ces angoisses, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas... Alors, je parle d'un traumatisme, parce que, par exemple, la communauté juive de France n'a pas vécu un traumatisme en direct. C'est pas la même chose, la communauté juive de France ou de diaspora, et celui qui était à Sderot ou à Be'eri et qui a vécu lui-même le traumatisme. Nous, c'est comme un traumatisme par identification, ce qu'on a vécu ici. On est comme tous des post-traumatiques, mais on n'était pas sur place. Donc, ceux qui ont vécu le traumatisme, ils essayent sans cesse de le répéter, de le renommer, de refaire le scénario comme si ils allaient attraper quelque chose qui est, c'est ce que Lacan appelle le réel, c'est quelque chose d'innommable. Justement, on ne peut pas le symboliser avec des mots. C'est pour ça qu'on ne peut pas répondre immédiatement à un traumatisme ou à une souffrance, et qu'il faut du temps, et on arrive déjà à la fin de l'émission, mais je retiens ça, il faut prendre le temps d'écouter, d'entendre, et il faut aussi prendre le temps de s'écouter, parce que les choses ne se règlent pas en un instant, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de secret, mais une écoute inconditionnelle ou une présence forte en s'ouvrant aux autres, ça aide un petit peu à apaiser ce que vous nommez depuis tout à l'heure, des traumas ou des difficultés ou des souffrances.
Un dernier mot, Sarah, avant de se dire au revoir. J'ai 2 minutes ou non? Tu as 1 minute. Parce que je voulais... Je peux donner ma minute. Hein. Grand rabbin, merci, le grand. Non, je voulais dire qu'on a reçu, j'ai proposé de mettre en place l'accueil de familles franco-israéliennes, parce que beaucoup de familles franco-israéliennes, après le 7 octobre, ont été dans un moment de panique en Israël et elles sont venues en France. Et j'ai reçu beaucoup d'appels en tant qu'israélienne de familles israélienne qui était un peu angoissée et qui voulait parler à un psy. Et donc j'ai proposé, je ne pensais pas que c'était le lieu de les recevoir en privé, j'ai proposé un accueil à l'Opège de familles franco-israéliennes et qui sont venues. Et donc elles sont venues pour traiter un traumatisme, elles étaient désemparées, désorientées, etc. Elles sont venues, ça ne nécessite pas un long temps Elles avaient besoin un instant d'être écoutées, pour refaire un peu de l'ordre, pour réorganiser un petit peu ce qui leur arrive. Et voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je voulais répondre à autre chose. Non, mais c'est très intéressant parce que tout à l'heure, le grand rabbin disait que les gens, quand vous êtes allés à Sderot, répétaient la même chose. Et j'allais dire, mais en fait, il y a des moments où on a besoin de remettre dans l'ordre quand on n'arrive pas à la fois identifier ce qui fait nœud, ce qui fait trauma, ce qui fait blocage. Et ils ne savaient pas quoi faire. Est-ce qu'ils restent en France? Est-ce qu'ils retournent en Israël? Ils étaient complètement paumés. Et donc, ils ont un peu élaboré ça avec quelques... Ils sont venus en famille. Certains sont venus en famille. Il y a eu 2-3 familles et 1 ou 2 personnes seules. Et ces personnes, tu sais où elles sont? Elles sont retournées en Israël? Alors, il y a 2 familles qui sont retournées en Israël, qui nous ont rencontrés 3 ou 4 fois et qui sont reparties en Israël. Ok, donc elles ont eu besoin de faire un temps comme ça, se poser avec un psy, toi en l'occurrence, dans un lieu d'accueil. Raconter ce qui les a fait partir au fond, et ce qui était intéressant quand même, je note dans une des familles, ce qui était intéressant, c'est que les enfants étaient très en colère d'avoir quitté Israël. C'est-à-dire c'était l'angoisse des parents, mais pas des enfants. J'ai reçu un petit enfant avec sa mère qui avait une colère noire parce qu'elle avait quitté Israël et qui voulait rester avec ses copains, etc. Il a fallu 3-4 séances pour que la mère décide. Évidemment, je n'ai rien j'ai pointé des choses, et la mère a décidé de repartir avec ses enfants. Merci Sarah pour cet échange et cet éclairage. Monsieur le grand rabbin. Non, c'est intéressant, ça me fait penser qu'à un moment donné, on a dit à nos parents, peut-être que ça serait bien de revenir en France, parce qu'avec toutes les questions aussi de soins, et ma mère nous a répondu plutôt, à mes frères et moi, papa dort, mais je réponds pour lui, nous restons avec notre peuple. Voilà, donc c'était catégorique, et c'est vrai qu'il y a aussi cette présence, ce contact physique, et je comprends bien cet enfant qui doit se sentir un peu dépossédé de cette proximité avec les siens. Oui. Je voulais juste dire quelque chose qui était intéressant par rapport à ce qu'on dit, de prendre le temps d'écouter. La mère, devant l'enfant... Vas-y. La mère devant l'enfant, l'enfant en colère donc, n'arrêtait pas devant moi de lui expliquer la raison pour laquelle elle était venue en France. Donc elle réexpliquait. Et donc à un moment donné, je lui dis, il a compris. Arrêtez de lui expliquer. Plus vous lui expliquez, moins vous lui permettez de se confronter, de gérer votre décision. Donc arrêtez de lui expliquer. C'est pareil, c'est répondre à l'enfant, ne pas prendre le temps d'entendre sa colère, qu'il puisse la gérer, qu'il puisse... Et elle répondait, elle a arrêté. L'enfant, il s'est calmé au bout d'un moment. Donc ça m'a fait penser même un enfant en colère, on n'est pas tout de suite obligé de lui donner des explications sans fin. Quoi qu'il en soit, dans les maximes des pères, on dit quand tu as quelqu'un en colère devant toi, attends un peu, ne cherche pas tout de suite à calmer sa colère, et laisse-le cheminer dans sa propre colère. Et même, souvent on a cette réaction face aux endeuillés, où on veut des fois se lancer, animer des meilleures intentions, on se lance dans pardonnez-moi le terme, des bondieuseries ou des explications fumeuses, théologiques. Parfois, il faut se taire. Face à quelqu'un qui est touché de plein fouet par la douleur de la perte d'un être cher, ta présence suffit. Le silence est déjà un tant soit peu réparateur. Le silence, ça répare les morts et les vivants. Merci pour ces éclairages et pour ces belles paroles. Merci Sarah Abitbol, merci Grand Rabbin Olivier Kotman. On se dit au revoir, on se retrouve le mois prochain dans le prochain MAC de l'Opège. À très bientôt sur RCJ.
je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère, et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Soli. La vie serait belle